à l'époque du Beth Amikdash, le service au temple ne s'interrompait jamais. C'est-à-dire que du matin au soir, et même la nuit, il y avait des mishmarot, il y avait des groupes de Kohanim qui devaient travailler, mettre en place les sacrifices, donc avec tous les étapes pour arriver au sacrifice. Et il y avait combien de mishmarot, il y avait combien de groupes? Il y en avait 24. Donc 24 groupes qui se relayaient dans l'année, donc une semaine chacun, et qui venaient au Beth Amikdash pour faire leur travail. D'accord? Donc bien entendu, on parle de Kohanim, les Kohanim qui étaient eux les prêtres, comme on traduit, et qui servaient au Beth Amikdash. Et quelque chose d'intéressant, c'est que là-bas, chaque groupe avait là-bas son endroit. C'est quoi son endroit? Il avait une fenêtre où il mettait ses outils et aussi avait une sorte d'anneau comme ça qui était relié au sol et qui permettait de mettre la tête de la bête qu'on allait sacrifier et que la bête ne bougeait pas. Donc il y avait 24 anneaux et 24 fenêtres pour les 24 groupes, les 24 équipes qui s'est relayées tout au long de l'année pour faire les sacrifices. Et là-bas, on nous enseigne qu'une des fenêtres et un des anneaux qui étaient reliés au sol étaient bouchés. Les Chachamim avaient décidé de boucher cet endroit-là, un des 24 groupes. Et pourquoi? C'est la Gemara dans Souka, Daf Nun Vav, page 56, qui nous raconte, qui nous explique qu'à l'époque des Grecs, quand les Grecs avaient envahi la terre d'Israël, et qui étaient même arrivés à profaner le Beth Amikdash, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, il y avait une des filles du peuple d'Israël qui s'appelait, j'ai même son nom si vous voulez, alors elle s'appelait Myriam Bat Bilga. Et cette Myriam Bat Bilga s'était elle-même dévergondée à un point qu'elle s'était même mariée avec un des Grecs, un des généraux grecs de cette époque-là. Là-bas, on nous ramène que Myriam Bat Bilga, une fois, était partie dans le Beth Amikdash et arrive devant le Misbéach, donc l'autel, l'endroit où on fait les sacrifices, et elle donne un coup de pied à l'autel et elle insulte l'autel, donc le Misbéach, en disant « espèce de loup ». Pourquoi loup? Parce que elle voulait nous faire comprendre que le Misbéach, c'était l'endroit où on faisait quoi? On faisait les sacrifices. Et là-bas, elle comprenait, elle disait que c'était un endroit où c'était une sorte de trou comme ça qui absorbait l'argent du Ham Israël. Parce qu'il faut savoir qu'on avait énormément de sacrifices qu'on faisait tous les jours, et cela pendant toute l'année. Donc elle disait que c'était vraiment un puits sans fond où là-bas tout l'argent du Ham Israël était absorbé dans les sacrifices qui, entre guillemets, comme un loup qui mange les sacrifices, qui mange les kvassim, qui mange les moutons, et le bétail, qui mange le petit bétail comme ça, et bien pareil, le misbéach, ça vient absorber donc l'argent du Ham Israël, ça va absorber les sacrifices, les corbanotes qu'on offrait à Kadosh Baruch Hu. Et donc à cause de ce massé-là, et qu'on connaît la suite, Baruch Hashem, après Yochanan ben Mattityahu a repris le pouvoir, a purifié le Beth Amikdash, mais par contre les sages ont décidé que cette fille-là sera punie, mais pas seulement cette fille-là, son père sera puni, et pas seulement son père sera puni, mais tout le groupe, donc tout le tzibour qui entourait cette famille-là, donc c'était le groupe qui officiait au Beth Amikdash, devait être puni. Et comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ils ont bouché l'anneau qui servait dans le Beth Amikdash et ainsi que sa fenêtre. Pour que ça soit toujours en tant qu'exemple et surtout qu'on se rappelle du Maasé, on se rappelle de ce blasphème qu'a provoqué cette fille-là. D'accord? Vous me suivez ou pas? C'est bon? Clair? Maintenant, la question qu'on va se poser, comment ça se fait que le père va être puni à cause de la faute de sa fille. Et puisque ça, c'est qu'à chaque fois qu'on arrivera au Beth Amikdash, ce père-là, on va lui rappeler cette faute-là, parce qu'on va voir l'anneau qui sera bouché, ainsi que sa fenêtre, et en fin de compte, lui aura honte à chaque fois qu'on rappellera ce qu'a fait sa fille. Et pas seulement, ici, dans l'histoire, on a bien compris, c'est pas seulement lui, mais aussi tout le groupe, toute sa famille, et tous les gens qui entouraient cette fille-là allaient être punis. C'est aussi qu'à l'époque, on vivait entre tribus, on vivait entre familles, on vivait entre nous. D'accord? Et d'ici, on voit que le père a une responsabilité
Et tous les gens qui entouraient, donc toute la famille, les cousins, les oncles, toute la famille avait une responsabilité par rapport au Maasé, donc à cette anecdote de Myriam Bat Bilga. D'accord? Alors je vous pose la question, mais en quoi eux sont responsables? En quoi eux sont responsables de cette fille-là qui, en clair, s'est dévergondée et a commencé à fréquenter des Grecs et pour terminer, s'est mariée avec un Grec et même, Chas Shalom, arrivé même à rentrer dans le Beth Amikdash et à donner un coup de pied au Misbéar, à insulter le Misbéar, à blasphémer. Alors je vais vous donner la réponse. Donc la réponse, c'est pas moi qui la donne, c'est la Gemara là-bas, les Chachamim donnent la réponse. Et elle nous dit comme ça, très intéressant, un enfant qui prononce un mot dans le chouk au marché, les Chachamim nous disent qu'il a entendu obligatoirement de son père ou de sa mère. D'accord? Je pense que je ne vous ai rien donné il n'y a pas de ridouche dans ce que je vous dis, il n'y a rien de nouveau. Mais ici, ça va encore plus loin, nous disent les sages. Parce que pour arriver d'aller punir jusqu'au père, bien entendu, on a compris, mais jusqu'à les gens qui l'entourent, la famille, les cousins, les cousines, etc., tout le groupe, comme on le voit au Beth Amikdash, les sages sont vraiment persuadés que toute la famille, que tout l'entourage a eu une influence sur cette fille-là. Et que tout le monde doit être puni. Et que tout le monde a une responsabilité. Et ça, c'est vraiment le sujet qu'on va parler aujourd'hui. C'est qu'on voit que, vous, aujourd'hui, vous n'êtes que le produit de votre entourage. En clair, c'est que vous arrivez à un certain âge, on sait que de 0 jusqu'à 12 ans pour une fille, 13 ans un garçon, on sait qu'il n'a pas de Yetzeratov. C'est qu'un Yetzerara. Pourquoi? Parce que de cet âge-là, on voit qu'on parle même de pédagogie, jusqu'à cet âge-là, même au niveau, on va dire que le cerveau arrive à une certaine maturité de réflexion seulement à partir de 13 ans pour un garçon, c'est ce qui est marrant, et à partir de 12 ans. C'est qu'à partir de 12-13 ans qu'on parle de Bachour. Et qu'avant on parle de Yeled. Et c'est quoi la racine du mot Bachour? Ce qui est intéressant, c'est Bachar, Livchor, Mazé Livchor, choisir. Choisir. C'est-à-dire qu'avant cet âge-là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu es comme une éponge, tu es un buvoir. D'accord? Tout ce qu'il y a autour de toi, tu l'absorbes et que tu n'es que le résultat de ton entourage. Vous me suivez ou pas? Ouais? Donc, en clair, ici, ce qui est intéressant, c'est que vous, maintenant, vous êtes arrivé à un âge où c'est le moment de choisir. C'est quoi de choisir? C'est que maintenant, c'est le moment de distinguer, c'est le moment de prendre conscience de certaines choses et de comprendre que l'entourage, pour vous, pour chacun d'entre nous, même moi, ça me concerne, viendra vous influencer dans votre façon de penser, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon même de réagir, de votre façon de vous habiller, de votre façon même de choisir votre travail, votre façon de savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce que vous aimez dans votre vie. D'accord? Et c'est ce qu'ils nous disent, on voit dans les Pirkei Avot, que l'enfant naît kelouach chalak, comme un tableau vierge, chalak, lisse, c'est-à-dire qu'on n'a pas écrit dessus. D'accord? C'est que chacun d'entre vous, quand on est complètement sans rien. Et que, quand je répète encore une fois, c'est par rapport à la société qui nous entoure, par rapport à notre environnement, et c'est par ça qu'on va arriver à absorber, qu'on va avoir même des croyances dans tous les domaines. On sait qu'il y a 3 types de croyances. Il y a les croyances ressources, comme je vous ai expliqué, donc c'est celles qui vont nous pousser à faire des choses. On a les croyances limitantes, c'est elles qui vont nous empêcher de faire des choses. Par exemple, on dit non, moi, je sais que je ne suis pas bon en maths. D'où tu sais? Parce que moi, on m'a toujours dit, et je le vois dans mes résultats. C'est une croyance, une belle croyance. Et après, les croyances neutres, qui, elles, par contre, par exemple, le noir et le bleu marine, et je sais pas moi, et le bleu ciel, ça se marie bien ensemble. Bon, c'est une croyance neutre, ça ne va rien changer dans ta vie. 80% de tes croyances, tu les as reçues. Et que 20% tu as eu par rapport à des péripéties dans ta vie.
Et sachez, c'est que c'est les croyances qui conditionnent l'expérience. C'est-à-dire que c'est tes croyances qui vont conditionner comment la situation va être. D'accord? Donc, vraiment, ici, on voit déjà de premier point, on voit que de cette histoire-là, on voit que l'entourage, la famille, l'environnement qui nous entoure vient influencer sur notre caractère, sur nos réflexions, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas. Comprenez? Et c'est très très intéressant. Un point, ce qui est intéressant, c'est que la famille ne vient pas vous influencer, pas seulement sur on va dire, leur réaction, ce qu'on voit autour de nous, mais même dans nos gènes. On voit que notre ADN a des traces familiales, donc c'est-à-dire vos midotes, vos traits de caractère, ouais, jusqu'à 17 générations avant vous. Et on a ces midotes-là par rapport à ce qu'ils ont. Ouais, vos traits de caractère, vos traits psychologiques, psychiques, datent, sont ancrés dans votre ADN. Aujourd'hui, on a réussi à prouver jusqu'à 17 générations. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais raconter une petite histoire, un point par rapport au Chinour, par rapport à la question que tu nous as posée. Eh ben, c'est qu'un jour, il y a une femme qui vient voir le Chazon Ish. Je lui dis, écoutez, voilà, j'ai eu un enfant. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils pour éduquer mon fils vraiment dans le mieux possible? Ouais. Et le Chazon Ish lui répond, il dit, écoutez, madame, vous avez beaucoup d'années de retard. Et en fait, vous comprenez la réponse, c'est que le Chinour, l'éducation ne commence pas au moment de la naissance. Il commence déjà par nous. Nous, notre comportement, nous, comment on va exister, comment on va se conduire. Et c'est ça. C'est ça qui va influencer énormément votre enfant. N'oublions pas, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que 80% de nos croyances, nous les avons reçues par nos parents, par nos éducateurs, par les gens qui nous entourent. Comprenez? Donc c'est très important de comprendre ce message-là. Donc maintenant ici, on revient ici maintenant à notre sujet. On a un homme qui arrive et blasphème dans le camp en Dieu Israël, donc on est dans le désert, et sa mère s'appelait Shlomi bat Divrit, de la tribu de Dan. Ici, il faut savoir que, qui est cet homme-là? Eh bien, il faut savoir que Shlomi bat Divrit, là-bas, nos sages nous racontent qu'elle a été violée par un Égyptien, par un contremaître égyptien qui se trouvait en Égypte, et là-bas, l'histoire nous raconte que cette femme-là, Shlomit bat Divri, fille de la parole, parce qu'elle parlait avec tout le monde, elle manquait de sniout. Jusqu'à qu'à un moment, un des Égyptiens, là-bas, contremaître égyptien, la voit, et qu'est-ce qu'il fait? Elle devait être belle, à mon avis. Je ne sais pas, là l'histoire ne nous raconte pas, mais ce qu'il nous raconte, c'est que l'Égyptien a fait appel au mari de cette femme-là, il lui dit, écoute, ce soir tu vas aller travailler toute la nuit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il en a profité pour prendre la place de son mari, et donc il est parti avec cette pauvre femme-là. Mais ce qui nous ramène ici, c'est que son père n'avait pas de tribu, parce qu'il n'était pas juif, et sa mère qui faisait partie de la tribu de Dan. Donc qu'est-ce qui se passe? Non, lui, il arrive, et il commence à mettre sa tante dans la tribu de Dan, près de sa mère. Et la tribu de Dan, elle arrive et écoute, elle dit, écoute, toi, non, tu ne fais pas partie de la tribu de Dan. Elle dit, si, ma mère. Elle dit, oui, mais moi, ça ne va pas d'après la mère, ça va d'après le père. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller autre part. Mais à chaque fois, on lui dit, écoute, tu n'as pas de tribu, tu dois sortir du camp. On n'a pas d'endroit pour toi. Jusqu'à que l'histoire arrive devant Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu lui dit clairement, il dit, écoute, regarde. C'est le mamzer? Non, il n'était pas mamzer. Il était juif et tout à part entière, sauf que à l'époque, le choix de la tribu dépendait du père. D'accord? Comme aujourd'hui, le nom de famille, c'est par le père, c'est pas par la mère. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Lui, maintenant, il sort de la, comment ça s'appelle, de la décision de Moshe Rabbeinu, et il commence à blasphémer Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas eu sa place comme il le désirait dans la tribu de Dan. Blasphème, Moshe Rabbeinu? Hachem, il blasphème. Vraiment, il maudit. Et ce qui nous intéresse, c'est que ici le verset nous précise bien, fils de Shlomi bat Divri, de la tribu de Dan. Ici, encore une fois, pourquoi les versets sont venus préciser
Ben, en fin de compte, c'est que si cet homme-là arrivait à blasphémer Hachem, c'est que sa mère est responsable, et pas seulement sa mère, toute la tribu était responsable de cet acte. Donc on voit ici d'Arachi qui nous dit Zotomeret chez Gam Legnam et Gam Leshvar Maskirim et Masé Adam. C'est que un acte qui est ramené dans la Torah, on la ramène pour un shvar, donc pour un louange, et on peut aussi le ramener comme en tant que déshonneur. Et si on cite sa famille, ouais, on cite son entourage, c'est que eux sont concernés soit par le gnaï, donc dans le déshonneur, ou soit par l'honneur. D'accord? Les actions, en fait, ce ne sont que des conséquences. Mais que chaque action-là, elle a un shoresh, elle a une racine, elle vient de quelque part. Elle vient soit de notre entourage, soit de notre famille, soit des pédagogues, des gens qui nous entourent. Ça vient de quelque part. D'accord? Donc, en fin de compte, ce qui est intéressant aussi, encore une fois, c'est que le libre arbitre est très limité. En fait, on n'est que la conséquence de notre entourage. Moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est par rapport à ma famille, mes amis, à la yeshiva, à tout ce qui m'entoure. Ouais, mais où est notre choix? En fait, le choix qu'on a, le vrai libre arbitre, c'est prendre conscience des choses. Je prends conscience. Et prendre conscience des choses, c'est ce qui permet de faire changer les choses. Là-bas, il nous ramène le Rav Dessler, il nous dit que, il nous parle de Nekudat à Bechira. Il nous parle du point de, voilà, non, Bechira, c'est en grade, c'est total, on est de choix. C'est-à-dire que, en fin de compte, une personne, elle a un libre arbitre très, très limité, nous dit le Rav Dessler. On peut avoir un libre arbitre si on prend exemple sur les autres. Alors, tu vas voir, je vais vous expliquer. C'est qu'on a un libre arbitre très, très limité. On peut prendre l'exemple comme ça avec pendant une bataille, une guerre. Imaginons quand l'Allemagne a attaqué la France, ouais, ils étaient en train de se faire la guerre, pendant la guerre par exemple de 14-18, et il y avait l'Alsace-Lorraine au milieu. D'accord? Donc derrière moi, j'avais la France, et devant moi, j'avais l'Alsace-Lorraine et l'Allemagne. Donc quand c'était la France qui gagnait, eh ben, donc l'Alsace-Lorraine devenait française, d'accord? Donc ça m'appartenait. Et quand l'Allemagne gagnait, eh ben, c'était le contraire, ça appartenait à l'Allemagne. Et ce qui est intéressant ici, cette image-là, cette parabole-là, c'est ce qui nous concerne, pareil, nous, notre guerre avec le Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'il y a deux camps. Il y a le camp, mon camp, donc Yetzer Hara Tov, et il y a le camp du Yetzer Hara. Et tout ce qui est au Yetzer Hara, ça ne sert à rien, ça appartient au Yetzer Hara. Par exemple, quelque chose qui appartient au Yetzer Hara, imaginons, pour moi, c'est par exemple me réveiller tous les jours, faire la prière au net. Ça, pour l'instant, je sais que pour moi, c'est inaccessible. D'accord? Ouais. Par contre, moi, de mon côté, j'ai mon Yetzer Tov. C'est quoi? C'est tout ce qui m'appartient. Par exemple, Shabbat. Ça ne me viendrait jamais à l'esprit de fumer une cigarette pendant Shabbat. Pas possible. Je n'ai pas de libre arbitre dessus. Je n'ai pas de libre arbitre sur le fait de fumer une cigarette pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà conquis. Mais par contre, j'aurai aussi pas de libre arbitre au sujet de me réveiller tous les jours au net. D'accord? Surtout en été. Pourquoi? Parce que c'est conquis par mon Yetzer Hara. Mais par contre, il y a le terrain qui est entre les deux. L'Alsace-Lorraine. Il y a l'Alsace-Lorraine qui est entre les deux. C'est quoi? C'est cette partie-là où moi je dois me battre. Et c'est ma bataille de tous les jours. Par exemple, essayer d'étudier une minute en plus de Torah, c'est une bataille de tous les jours. Ouais. Par exemple, on va dire un truc même dans la vie de tous les jours. Par exemple, faire un sourire en plus à quelqu'un, faire un acte de chesed, donner une petite pièce en plus. C'est des petites choses qui me concernent moi personnellement, ou sur là où j'ai la bataille. Donc ça, c'est vraiment, il faut comprendre ça, c'est que ce que j'ai acquis, par exemple, fumer une cigarette, moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit parce que j'ai jamais été éduqué à ne pas respecter Shabbat. D'accord? Donc, pour moi, c'est déjà acquis. Et ça, c'est par rapport à mon entourage, même parfois pour mon travail personnel, mais en règle générale, par mon entourage, d'accord, par mon environnement, c'est ça qui m'a complètement, on va dire, j'ai été complètement influencé dans ce domaine-là. Et donc, après, aussi l'autre influence qui a été peut-être mauvaise, où tout ce qui appartient à mon Yetzer Hara, ou même sur ça, pour l'instant, je n'ai pas accès. Le Rav Dessler nous dit c'est vraiment la Nekudat à Bechira. Sur quelques points, là, je dois me battre. Là, j'ai encore la conscience des choses. J'ai encore la réflexion de savoir ce que je veux réellement. Et ça, c'est notre sujet qu'on parlait aujourd'hui. Donc ici, on va continuer un petit peu sur ce sujet-là et voir que, en fin de compte, c'est que nous, ouais, on est entouré de personnes.
Et c'est important de se dire si l'entourage qu'on a, nos copains, nos amis, ouais, c'est des gens qui sont écologiques pour nous. Vraiment, par exemple en coaching, nous, ce qu'on essaie de valider, déjà un point qui est intéressant à valider, qui est important à valider, c'est l'entourage de la personne. Une personne qui veut, voilà, complètement, quelqu'un qui veut évoluer, quelqu'un qui veut changer, quelqu'un qui a des objectifs. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est déjà valider ce qu'il y a autour de lui. Si on voit que c'est une personne, il y a des gens qui autour de lui qui le rabaissent, qui l'attirent vers le bas et qui, en fin de compte, même parfois le démotivent, même le casse son estime de soi, qui casse tout le travail, cette personne ne pourra pas avancer. Et ça, c'est important de se rendre compte. C'est pas pour rien qu'on ramène là-bas, le Pirkei Avot, on dit aussi assez des harav, fais-toi un rave. Un rave, va le voir. Reste proche de lui. Pourquoi? C'est parti de vivre à la yeshiva. Il a fait. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, ça va venir t'influencer. Automatiquement, ça va t'influencer. Et remarquez que la plupart des jeunes, même des moins jeunes, on s'habille par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur. Ouais, remarquez, aujourd'hui, tout le monde a un iPhone. Pourquoi? Parce qu'on a vu tellement de pubs d'iPhone et que tout le monde va autour de nous qui ont un iPhone, qu'on est obligé d'avoir un iPhone, entre guillemets. On est complètement influencé par la société. D'accord? Et ça, en fin de compte, c'est de se dire que le libre arbitre est très limité par rapport, on a expliqué pourquoi notre libre arbitre est très limité, mais de se dire maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est prendre conscience des choses. Donc, prendre conscience des choses, ce n'est pas seulement complètement changer, parce que c'est difficile, mais prendre conscience des choses, c'est de se dire, moi, maintenant, où je vis, qu'est-ce que je fais? Qui sont mes amis? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir, pour changer? Puisque maintenant, en fin de compte, je suis seulement la conséquence de ce qui m'entoure autour de moi. Et ça, c'est des petites questions qui seraient intéressantes à se dire. Par exemple, c'est que maintenant, moi, si je vous pose une question, un travail à faire, voilà un petit homework, un petit travail que vous devrez faire, c'est que maintenant, moi, j'ai des objectifs dans ma vie. Ouais. Mais de se dire, déjà, premièrement, qui je voudrais ressembler? À qui je voudrais ressembler? Deuxième question, c'est pourquoi je ressemble à cette personne-là? Voir qu'est-ce qui m'inspire chez elle? Qu'est-ce qui est intéressant? Et après, une dernière question aussi, c'est de se dire, c'est que maintenant, est-ce que les gens qui m'entourent sont des gens qui sont écologiques pour moi? C'est des gens qui me tirent vers le haut, qui m'amènent à ce que moi je veux devenir. D'accord? Et remarquez, c'est que la plupart du temps, vous voyez, vous avez des amis entre vous. La plupart du temps, vous voyez que vous avez envie de faire la même chose, partir au même endroit en vacances. Ouais. Plus que ça, remarquez que même au niveau des médias, on est complètement influencé. On voit que les gens réfléchissent de la même manière. Aujourd'hui, on a une réflexion qui est complètement uniforme. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. C'est la paracha qui nous parle de ça. Et même les Pirkei Avot qu'on lit en ce moment, c'est que fais-toi un ami. C'est quoi un ami? Quelqu'un avec qui te ressemble. Quelqu'un qui va te porter, qui va t'amener, qui va t'influencer par rapport à ce que toi, tu désires. D'accord? Et fais-toi un rave. Parce qu'on sait que là-bas, le Rambam nous dit qu'on doit ressembler à Avram, Yitzhak et Yaakov. C'est notre objectif sur Terre. Et Avram, Yitzhak et Yaakov, c'est quand même un niveau énorme. Donc on te dit maintenant, avant tout, fais-toi déjà un rave. C'est quelqu'un qui va te dire premièrement, qui va répondre à tes questions. Et ça, on a tous des questions dans la vie. Ouais. Même des questions, même parfois, qui me disent, mais attends, je ne vais pas me demander ça à mon rave. Si, j'ai un devoir de poser ça à mon rave. Il pourra m'aider. Ouais. Et deuxièmement, c'est qu'un rave, ça sera un exemple pour toi. Quand tu vas lui parler, quand tu vas voir ses actes, comment il se comporte, ça va, comme on l'a expliqué, c'est une influence pour toi. C'est par ça que tu vas être absorbé par sa façon d'être, et toi, tu vas agir de la même manière. Donc nous, notre but déjà en tant que juifs, c'est déjà, on a dit, vous êtes bachor, vous êtes des bachor, on les prend, choisir, faire le choix de votre vie. Et par rapport à ce choix que vous voulez de votre vie, vous allez maintenant choisir aussi votre entourage. Est-ce que votre entourage, il est écologique? Et c'est important de ça. Regardez, on a une question très intéressante, c'est que, et je vais terminer sur ça, on a un midrash qui nous ramène que quand Yaakov Avinu passait près d'une bête à midrash, d'une synagogue, d'une maison d'études, il voulait sortir. Ouais. Et quand Esav, on va voir. Donc on voit qu'il voulait sortir. Pourquoi il veut sortir? On sait que là-bas, la Gemara dans Nida nous dit que l'enfant, le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il a un ange qui est à côté de lui qui lui enseigne toute la Torah. Et il vole le monde d'un bout à l'autre. Qu'est-ce que tu veux sortir? Tu as un ange qui t'enseigne toute la Torah, tous les secrets de la Torah. Tu vas sortir, faut étudier, c'est pas facile ici. Reste là-bas, t'es bien, en plus c'est beau Hachem, c'est le 5 étoiles. Nourri, logé, blanchi, top! Pourquoi tu veux sortir, Yaakov Avinu? Et là-bas, la réponse, elle est toute simple. C'était qui son voisin? C'était ça. Moi, je ne veux pas rester d'un voisin qui peut m'influencer. Moi, je ne veux pas rester proche de quelqu'un, même si maintenant, là-bas, j'ai toute la Torah, tout ce qu'il faut pour devenir un super sadique. Mais je te dirai qui tu es. complètement.
mais je vais me faire influencer, faire très attention à ça. Il y a fait, mais que Dieu vous bénisse et de bonnes nouvelles. Amen, amen.